Il a filé encore plus vite que pendant la première étape. Il est arrivé au premier arbre dont je vous parlais. Il a soufflé un peu. Cette fois-ci, l'escargot, il était drôlement derrière. Escargot, es-tu là? Là. Sa bouche. Je suis là. Vas-y, petit. Cet escargot est diabolique. Alors il a pris son élan, il a descendu la rivière. Il est arrivé à la petite rivière qui était là. Il a dit: Escargot, es-tu là? Et il a entendu derrière lui une voix qui disait: je suis là. Et je vais la voir dans la montée. Il a pris son élan, il a pris son souffle, il a monté cette fameuse escalade jusqu'à là. Il terminait la course. Et là, il est déçu. Il arriverait le premier. Il est arrivé au pied de l'arbre. Et il a dit: Escargot, es-tu là? Et juste en face de lui, sur le tronc d'arbre, un petit escargot lui a répondu: bien sûr, je suis là. Et la fille est tombée, épuisée. Comme quoi, dans certaines situations, c'est pas mauvais d'être assez drôle. C'est pas mauvais d'être assez solidaire. C'était un conte laotien, vous le connaissiez peut-être, c'est une forme différente. Il y en a qui le connaissaient. Mais je suis sûr que le conte que je vais dire, tu ne le connais pas. Et pour une raison toute simple. Ça s'appelle, je dis tout de suite, l'escargot et l'arc-en-ciel. Pour une raison toute simple, c'est que c'est moi qui l'ai inventé. C'était au temps où les poules avaient des dents. C'était au temps où les serpents avaient des plumes. C'était au temps où les escargots avaient une coquille carrée. Les dents des poules sont tombées. Les plumes des serpents sont tombées. Et même les coquilles d'escargots, vous avez déjà observé, elles sont plus carrées. Et pourquoi ça? Peut-être et vous savez. Il était une fois un escargot qui vivait paisiblement dans un jardin. Exactement un potager. Et vous savez, dans un potager, le paysan ou le jardinier cultive des légumes. Et là, il y avait des carottes, des concombres, des choux, des brocolis, des choux-fleurs, de pleins légumes aussi. Des bons légumes dont se régalait un peu le jardinier et beaucoup l'escargot. Et voilà qu'un jour, la pluie s'est mise à tomber. Quelle bénédiction pour un escargot. Il est sorti de son trou naturellement. Et voilà qu'il s'est rendu compte, c'était la première fois, qu'il tout autour de son jardin préféré, il y avait des murs. Et voilà que la pluie s'est achevée. Et après la pluie, ne me dites pas que c'est beau temps, ça je le sais. Mais qu'est-ce qui arrive après la pluie? Un arc-en-ciel. Arc-en-ciel, s'il te plaît. J'aimerais bien voir ce qui se passe de l'autre côté du mur. Peux-tu m'aider? L'arc-en-ciel lui a répondu: il n'y a pas de problème, tu n'as qu'à monter. L'escargot a fait son chemin. Merci, je suis aidé. Il a fait son chemin sur l'arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous avez déjà monté sur un arc-en-ciel, mais c'est difficile. Ah, c'est très difficile, surtout au début, parce que ça monte comme ça, tout droit presque. Et en plus, il ne faut pas se mélanger dans les couleurs, parce que il y a l'indigo, il y a le vert, il y a le jaune, il y a l'orangé, il y a le rouge. Toutes les couleurs qui se mélangent. Je vous dis, l'escargot avait de la peine au début. Petit à petit, il s'est habitué, d'ailleurs, la pente était moins forte. Et qu'est-ce qu'il a vu de l'autre côté du mur? Ah, des beaux légumes. Des choux, des concombres, des courgettes, des avocats, des radis aussi, des carottes bien entendu, et des brocolis et des choux-fleurs. En fait, c'était les mêmes qui avaient. C'est sûr, ça, c'est la fiche. Il y a une chose que l'escargot n'a pas bien vue, c'est que le beau temps était revenu. Et qu'est-ce qui s'est passé pour l'arc-en-ciel? Il a disparu. Alors l'escargot,
est tombé. Il est tombé en vrille. Il est tombé en tournant sur lui-même. Il est tombé tellement vite qu'arrivé en bas, d'un inconscient. Si jamais vous voyez un escargot qui veut monter sur un arc-en-ciel, c'est possible. Il faut lui dire non. Non, ne fais pas cela, parce que la coquille va revenir. Ah. Ah, le tigre. Le tigre. C'est une bonne question. Alors moi, on va s'arrêter, on prend le suivant, on viendra. On va tout de suite répondre à ta question. Est-ce que vous avez une idée pourquoi, dans le premier conte que j'ai dit, il y a l'escargot? Quelle est ta question? Ah, c'est une très très bonne question. Ah, oh, les mains qui se lèvent. Allez, à toi. C'était plusieurs? J'ai dit, hein? Il y avait plusieurs escargots. D'accord. Et ils étaient tous amis du Israël. Ils se sont tous entraînés. T'as compris maintenant? Voilà. Oh, les tricheurs! Tu peux dire ça comme ça. Tu peux dire ça comme ça. Oui, je croyais que ça. C'est ton idée, c'est ton idée. Il était une fois en Inde deux hommes qui marchaient. Depuis combien de temps marchaient-ils? Où allaient-ils? Simplement, le conte dit qu'ils marchent. Ils marchaient sur le chemin. Simplement, le conte dit qu'il y avait un vieux et un jeune. Et puis, maintenant, le soleil était juste à la verticale. Les ombres avaient diminué. Il faisait une chaleur épouvantable. Heureusement, il y avait là-bas un arbre. Et le plus vieux a dit, fils, vous savez que dans beaucoup de pays, on dit fils à quelqu'un qui est jeune aussi. Fils, j'aimerais me reposer sous cet arbre. Et pendant ce temps-là, tu irais chercher de l'eau, je vois un puits là-bas. Bien sûr. Et le jeune est allé creuser. Autour du puits, il n'y avait que des femmes, c'est le travail des femmes d'aller puiser de l'eau. Il y avait une très belle jeune fille. Et le jeune gars a dit à la jeune fille, je vais porter la jarre. Ça ne suffit pas, ça. Je vous assure que c'est le travail des femmes. Que jamais aucun homme n'oserait demander à une femme de lui porter sa jarre. La jeune fille n'a pas dit non. Et le jeune homme s'est emparé de la jarre et l'a posé sur sa tête. Et le jeune homme a dit, où habites-tu? Tu pourrais venir nous donner un coup de main dans le champ cet après-midi. On a retiré les pierres ce matin, il faudrait qu'on retire maintenant tout le bois, toutes les souches. Et le jeune gars, tout l'après-midi, les trois gars ont travaillé. J'avance bien dans le problème. Ça ferait plaisir. Le soir, tout le monde a mangé. Le jeune homme a parlé un peu la chose. Celle-ci, à un moment donné, a même relevé les yeux. Les gars ont dit, mais attends, un cause-pas, on pourrait te donner un champ, et demain matin on te donnera un coup de main, chacun son tour. Pas dit le jeune homme. Et puis ce soir, il va dormir sur une nappe, on s'est endormi, et puis il fatigue. Et le lendemain, les trois gars étaient en train d'épierrer, c'est-à-dire de retirer les pierres, dans un champ. Et le soir, quand ils sont revenus, le champ n'avait plus de pierres, le champ n'avait plus de d'arbres. Il était très transformé. Et le soir, le jeune homme a parlé un peu de son âge. Et celle-ci, il avait dit à un moment donné. Oh, les choses, vous avez bien compris, au bout de 8 jours, le jeune homme était de la famille, pour ainsi dire. Et on a décidé que le jeune homme allait se marier avec la jeune fille. C'est ce qu'on a fait. C'était un mariage. Mon frère était tout content d'avoir un jeune homme qui était aussi gentil que celui-là. Il donnait des coups de main. On
s'aident mutuellement pour trouver du travail. Ça ne va pas si. Bien sûr, le jeune homme et la jeune fille sont devenus papa et maman. Tout le monde était heureux. C'était une grande famille. Et puis, les deux papa et maman de la jeune fille, c'est déjà la vieille. Les années passées. Un terrible orage a éclaté. Les eaux ont commencé à envahir, à emporter les rochers. Et déjà le torrent est devenu un fleuve qui arrachait tout sur son passage. Il arrachait les arbres, il arrachait les maisons, il arrachait les récoltes, il arrachait les bestiaux. Il arrachait le plus jeune fils et la jeune fille. Juste au moment où le garçon a réussi à rattraper son plus jeune fille qu'on a pris les cheveux. Là, forcément, dans l'eau, il y a eu un peu de cette eau du torrent. Il avait promis au vieux soldat. Il est revenu à l'arbre. Un peu, fils. Pour un peu, j'allais le chemin, ça peut être une route, ça peut être un boulevard, ça peut être une autoroute, ça peut être une simple piste dans la jungle, ça peut être un chemin difficile qui grimpe la montagne. Et pour ça, il faut avoir des chaussures. On peut avoir des bottes, on peut avoir des espadrilles, on peut avoir des gants, on peut avoir des pompes. Voilà, même en argot, on peut dire qu'on peut avoir des pompes. Voilà. On peut avoir des brocages, on peut avoir des tas de chaussures, on peut même être pieds. Mais quand on y réfléchit, il y a beaucoup de gens sur Terre qui marchent pieds. Il y en a qui ont même le samedi matin du tennis, parce qu'ils font un jogging. Voilà. Je vais vous raconter l'histoire du mendiant aveugle du pont de Brooklyn. Tous les samedis matins, un jeune homme qui en avait assez de travailler à Manhattan, la grande ville de New York, faisait un jogging, c'est-à-dire qu'il était content de courir à travers la ville. Et tous les samedis matins, il faisait toujours le même itinéraire. Il passait par le pont de Brooklyn pour aller d'un endroit à l'autre à New York. Et tous les samedis matins, il trouvait sur son journal, il trouvait un mendiant, juste à l'entrée du pont, un mendiant. Un jour, s'est arrêté et lui a demandé est-ce que vous recevez beaucoup d'argent? Parfois un $2, parfois $1 par jour. La semaine suivante, il a couru toujours avec une itinéraire, toujours avec ses chaussures, ses tennis, mais avec un feu. Et il lui dit je vais écrire quelque chose sur les demandes. Et le samedi suivant, il est passé à nouveau devant le mendiant. Il lui a demandé, alors, cette semaine, vous avez reçu beaucoup d'argent. Au moins $3 ou $4 par jour. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce que vous avez donc écrit ce matin? Vous aviez écrit, vous, aider un pauvre mendiant aveugle. Moi, de l'autre côté, j'ai écrit le printemps, la les gens se déplacent avec des chameaux. Ce pays, c'est le Kyrgyzstan, et il y a de temps en temps
des endroits qu'on appelle, alors là, c'est pour ceux qui ont beaucoup de vocabulaire en français, comment s'appelle un endroit où il y a des arbres, un point d'eau au milieu du désert? Une oasis. Oh là là, c'est normal, hein. C'est normal. Mais il y en a bien qui, comme tu dis, parlent le français. Moi aussi. Toi aussi, mais tu apprends ce que c'est qu'une oasis. L'oasis, c'est un endroit où ceux qui vivent dans le désert peuvent aller chercher de l'eau, habiter. Ou cultiver aussi, d'ailleurs. Oui, tiens. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme la pluie. Il y a toujours des pluies dans une oasis. S'il n'y avait pas de pluie, il n'y aurait pas d'oasis. Il n'y aurait pas d'arbres, il n'y aurait pas de culture. Exactement. Mis à part, dans une oasis, on va en montagne. Pas forcément, pas forcément. Bon, parfois, au contraire, elles jaillissent entre deux dunes, voilà, des dunes aussi. Bon, donc le paysage, vous le voyez. C'est l'histoire d'un marchand qui se déplaçait sur son chameau et qui allait justement à une ville qui se trouvait dans une oasis. Par chance, alors que le soleil était à la ville, par chance, il a trouvé un arbre pour se reposer. Et il s'est reposé sur cet arbre. Il s'est même endormi. Quand il s'est réveillé, le chameau avait disparu. Il a cherché autour de lui, il n'y avait que du sable. Le chameau, alors il s'est dirigé vers l'oasis où il comptait aller justement le soir. Voilà que, en courant, il a rattrapé un cavalier. Quelqu'un qui se déplaçait lentement pour ménager son cheval. Il lui a dit, tu n'as pas vu un chameau? Non, je n'ai pas vu de chameau. C'est pas un chameau qui avait une charge, enfin qui portait du blé à droite? Si, mon chameau portait du blé à droite. Tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. Mais c'est pas un chameau qui transportait du miel à gauche? Si, justement, tu l'as vu? Non, je ne sais pas. Tu l'as vu et tu l'as volé. Je dis que non. Je suis persuadé que tu as volé mon chameau. Nous allons tout de suite nous rendre à l'oasis, nous allons voir le juge et il va te mettre en prison. Oh, si tu veux, justement, je vais à l'oasis et nous irons voir le juge. Les voilà tous les deux, le chamelier sans chameau et le cavalier avec cheval, devant le juge. Le juge écoute le chamelier plaignant comme ça. Alors, je dis que cet homme m'a volé mon chameau. Il permet de dire cela. Il prétend qu'il n'a pas vu mon chameau, mais il donne une description très précise. Il dit que mon chameau a transporté du blé à droite, ce qui est vrai, et du miel à gauche, ce qui est vrai. Qu'est-ce que tu as pour ta défense? A demandé le juge. Le cavalier, je dis que je n'ai pas vu mon chameau. Mais je dis que je suis en mesure de savoir où est ce chameau. Ah, vous voyez, il a volé le chameau et il avoue qu'il l'a mis quelque part. Et simplement vous conduire tranquillement où se trouve ton chameau. Venez avec moi. C'est un piège, a dit le chamelier, et il va nous conduire chez son complice. Et les voilà qui traversent par un chemin toute la ville d'Oasis. Et ils arrivent devant une porte. Je dis, ouvrez la porte. Au fond de l'écurie, il y avait le chameau. Je sors tout. Alors, c'est bien toi le voleur qui nous a conduit chez ton complice. Non, c'est la première fois que je vois ce chameau. Comment voilà, tout simplement. Je suis que ce chameau sur le chemin, transportait du blé tout simplement parce que les oiseaux et les forêts ici et là. Et j'ai su aussi que ce chameau devait transporter du miel, et d'ailleurs que l'outre qui contenait le miel était un peu percée, parce que ici et là, il y avait des fruits qui mangeaient le miel. Et le juge a dû reconnaître que le cavalier était innocent et que le chamelier l'avait accusé à tort.
Bon, une autre histoire de... Figurez-vous, sire, que là, on n'était plus là. Là, j'étais drôlement embêté, hein, parce que pour redescendre, comment j'allais faire? Qui ça? Peut-être que l'âme avait voulu aller goûter dans un autre champ, enfin je sais plus, l'âme n'était plus là. Je me suis souvenu que dans le fond de ma poche, j'avais encore un petit grain de blé. Un petit grain de blé complet, hein. Le blé, au fond, c'est un peu comme le riz. Un complet, avec la dalle. Alors, d'abord j'ai mangé le grain de blé, hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé. Et puis la balle, j'ai commencé à la tourner sur mon blé. Comme une ficelle, hein. Oh, puis j'ai continué à la tourner sur elle-même. Ça fait une longue corde, hein. Très très longue corde. Bon, très fort, dit le roi, très très fort. Hein. Bien sûr, bien sûr. J'ai continué, et ça fait une très longue ficelle, tellement que j'ai attaché la ficelle, j'ai fait un nœud de cabesson, comme disent les marins bretons, autour d'un but de pierre, ça ressemblait à un menhir. Je l'ai attaché, hein. Et j'ai commencé à descendre le long de la corde. Là, ce que vous auriez fait, vous. Il fallait prendre le chemin de retour. Donc j'ai commencé à descendre. Allez, j'avais peut-être encore 500 mètres avant de toucher terre. Obligé de remonter. Alors j'ai remonté toute la corde. Je suis arrivé à nouveau sur la Lune et j'ai continué à tourner la corde. Là. Là, je dois attacher le cabesson de manière que ça, j'ai continué à descendre. Et là, j'avais encore mal calculé mon coup. Il m'en manquait 5 mètres avant de toucher ça. Alors j'ai dit, je ne veux pas remonter quand même. 5 mètres, c'est pas énorme. Je me touche depuis 5 mètres. Donc, ça, je vais nous ajouter 5 mètres. Bien sûr, bien sûr. C'est tout capté la première vie. Voilà, capté. Donc j'ai décidé de sauter. J'ai mal calculé mon coup. C'est la tête qui est rentrée la première dans la. Ah, puis j'étais bien plongé là-dedans, et j'arrivais plus à en sortir. J'avais les deux bras, les deux jambes qui tiraient comme ça, mais j'arrivais pas à en sortir. J'étais ennuyé là, j'avais pas envie de rester planté. Et puis j'entendais les gens qui passaient qui disaient « Ah tiens, c'est curieux, cette année les arbres ont des branches qui bougent. » Je suis resté là comme ça toute une journée. Le lendemain, les gens ne me prêtaient même pas attention, ils ne s'occupaient même pas de moi comme s'ils avaient toujours vu cet arbre-là. Le troisième jour, il y en a un qui est venu avec son vélo, il l'a posé contre moi. Alors j'ai décidé que la situation ne pouvait plus continuer ici. Alors j'ai eu une idée que c'est... Tu connais le système des élastiques? Je monte un élastique, je tourne sur moi-même. C'était malin ça, hein? Et tourner sur moi-même en me disant, oui, soudain je me détends, je vais sortir. J'ai tourné sur moi-même, c'est comme un ressort. J'ai tourné sur moi-même et j'ai éjecté de la tête. Je suis retombé sur mes pieds. Sauf que la tête était restée dedans. Quand vous vous rendez compte, la tête était restée. Franchement, ça avait du humour, cette histoire. Oh, très fort, Adé Leroy, ton histoire, très fort. Et après, sire, moi, je ne suis pas du tout effrayé de l'enquêter. Je suis allé chercher les outils de mon père, une pelle et une pioche. J'étais bien décidé à faire un trou pour retirer ma tête. Évidemment. Je suis arrivé. Oh, dites donc, il y avait un loup qui était en train de manger ma tête. Oh, ben non, j'étais pas d'accord, hein. Alors j'ai pris la pelle, je lui ai planté un coup énorme. Écrasé. Ça vient d'arriver. C'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait un papier qui sortait de ça. Votre grand-père, sire, votre grand-père était domestique autrefois chez mon grand-père. C'est pas vrai que vous êtes un menteur. Jamais mon...
C'est vrai, je suis un menteur. Ah, je suis un menteur. Vous avez dit que j'étais un menteur. Alors, roi n'avait qu'une parole. Alors il a dit, j'avais promis que dans mon royaume, plus personne ne dirait de mensonge, que plus personne ne se traiterait de menteur. Je vais donc tenir ma parole. Je te donne la main de ma fille, et je te donne la moitié de mon royaume. Oh, sire, la main de votre fille, ça suffira, parce que le royaume, moi, je n'y connais rien, je n'ai pas envie de gouverner. Je vous assure que le mariage du fils du meunier et de la fille du roi, ça qui est une fête. Les fêtes cambodgiennes, ou les fêtes laotiennes, une fête extraordinaire. On a mangé pendant 3 jours, on a bu du cidre pendant 4. Alors c'est vous dire. Et même les petits cochons sortaient tout grillés dans la rue avec une fourchette dans le dos. Et moi, et enfin, j'étais là, assez docile. Et j'étais chargé de tourner la broche d'un grand bœuf sur un grille. Seulement, comme de temps en temps, je mange un petit morceau. Le cuisinier en chef m'a vu. Il m'a donné un grand coup de pied. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Voilà, je vous ai dit quelques